unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Paris, mardi 7 août 2012. C'est dans une sombre pièce du côté de la rue des Carmes, dans le 5e arrondissement, Maison de l'Afrique, qu'une centaine d'Ivoiriens ont commémoré le 52e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais qui sont-ils et quel sens voudraient-ils donner à cette date du 7 août, au moment où, simultanément en Côte d'Ivoire, cette célébration se fait sans tambour ni trompette, bien au contraire, dans une atmosphère de tension et d'insécurité, suite à une attaque des camps militaires d'Akouedo et de plusieurs commissariats du pays la veille. La PSP, entendue Plateforme Souveraineté Panafricaine, basée en France et dirigée par l'Ivoirien Désiré Bibi, organisatrice de la rencontre, a voulu marquer un arrêt afin de faire partager plusieurs actes de réflexion, notamment l'épineuse question de l'indépendance et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, mais également l'espérance que suscitait cette indépendance chez nos devanciers à la date du 7 août 1960, une espérance maintes fois ressassée à travers la Guyanaise, notre hymne national, et enfin, mais alors que nous sommes indépendants, pourquoi le colonisateur, à travers les multinationales, continue d'être un acteur clé de la déstabilisation de nos États africains et principalement en Côte d'Ivoire? Au total, sommes-nous réellement indépendants et souverains 52 ans après le 7 août 1960, date de sa proclamation par le premier président de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny? Une question que nos illustres intellectuels ont toujours du mal à trancher. Pour le professeur Sylvestre Seri, enseignant-chercheur à Paris, malgré le fait que les trois versions de la Constitution ivoirienne, à savoir celle du 26 mars 1959, le 3 novembre 1960 et la dernière en date du 24 juillet 2000, soit une copie conforme de la Constitution française du 4 octobre 1958, le pays des droits de l'homme et des libertés publiques et individuelles, notre pays, la Côte d'Ivoire, a encore du mal à traduire cette espérance dans les faits. On ne peut pas parler de souveraineté sans parler d'indépendance. Et si nous disons que nous sommes indépendants, c'est que nous sommes souverains. Mais on ne peut pas dire qu'on est indépendant alors que quelque part, nous n'avons aucune souveraineté. Cette souveraineté-là, elle protège plusieurs aspects de la vie économique, du moins de la vie des peuples. Donc, dire par exemple que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant et souverain, c'est dire que la Côte d'Ivoire détient l'intégralité des pouvoirs politiques, diplomatiques, militaires, économiques, financiers, et même dit culturels, reconnus aux États souverains. Ce qui est quelque part loin d'être une réalité à respecter si cette réalité-là n'est pas tenue en respect. C'est ce point-là sur lequel je souhaiterais que nous réfléchissions un tout petit peu pour ne pas que nous continuions à verser dans des travers. Sommes-nous indépendants depuis la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ou ne sommes-nous pas indépendants? En tout cas, ce n'est pas à moi de répondre à la question. Je souhaiterais que tout à l'heure cela fasse l'objet d'un débat, mais alors franc et courageux, que j'aurais peut-être le privilège effectivement de conduire. Qu'est-ce qui explique donc cet immobilisme et comment la France maintient-elle son hégémonie sur nos États? Pour le professeur Diaby, l'un des lieutenants du ministre Charles Blé Goudé, tout serait planifié au plus haut sommet dans la sphère de la nébuleuse France-Afrique afin de mettre hors réseau le président Laurent Gbagbo, pour autant élu démocratiquement par le peuple ivoirien en 2000, puis en novembre 2010. Donc, d'aucuns diront que mais, Laurent Gbagbo, il a tout fait, mais il a tout donné encore aux Français. Non, Laurent Gbagbo n'a pas tout donné aux Français. Laurent Gbagbo est parti sur le compromis.
C'est-à-dire qu'avec Laurent Gbagbo, quand nous prenons la CIR simplement, où nous avions que 15%, c'est-à-dire que 15%, Laurent Gbagbo, lorsqu'il renégocie le contrat avec les Français, avec la CIR, nous avons désormais 45%. Donc quand nous reprenons encore avec Laurent Gbagbo, avec le téléphone, Laurent Gbagbo, nous avions en ce moment avec Alassane Dramane Ouattara, puisqu'il a donné cela à 1%, mais quand Laurent Gbagbo revient, pour discuter après 20 ans que cela est resté dans la main des entreprises françaises, quand Laurent Gbagbo rediscute avec cela, nous revenons avec 70%. Donc entre 70% et 25% que nous avions avec Laurent Gbagbo, certes ça reste dans la main, et une partie dans la main des Français, mais c'est ces bénéfices que les Français vont perdre, que vous allez voir dans mon discours, c'est ces bénéfices qu'ils perdent, qu'ils vont prendre cet argent pour pouvoir financer maintenant la rébellion. Parce qu'ils se disent que nous avions avec l'eau 11 000 milliards, l'eau, le courant, l'électricité, le téléphone. La France se retrouve avec 11 000 milliards de francs CFA par an. Donc, avec Laurent Gbagbo, il se retrouve avec 6 000 milliards. Et donc, quand on fait la différence entre 6 000 milliards et 11 000 milliards, donc ils prennent déjà 3 000 milliards dans la tête et ils vont financer la rébellion. Et donc, ils préfèrent financer la rébellion avec 3 000 milliards puisqu'ils vont perdre 7 000 milliards par an. Et donc, prendre 3 000 milliards et financer une rébellion, alors ça leur permettra de retrouver encore les 7 000 milliards qui sera maintenant peut-être à 11 000 ou 12 000 milliards. Donc, nous sommes toujours avec ce choix nouveau, mais un terme à la pratique d'un as d'exclusivité. Laurent Gbagbo arrête cela. Commercial avec la France qui veut cependant demeurer un pays incontournable en matière d'échanges commerciaux et de gestion des questions stratégiques dans son précaré. En effet, le revirement d'attitude des gouvernants ivoiriens n'est pas du goût des colonisateurs. Et là, cela a été toujours. Dans le but de maintenir son prestige sur la scène internationale, la France va agir de manière déguisée au départ à la compte de la politique de Laurent Gbagbo au travers d'une tentative de coup d'État le 19 septembre 2002. Mais bien avant qu'on arrive au 19 septembre 2002, on aura des tentatives de coup d'État avec la Mercedes noire, avec Ibrahim Koulibaly, sergent, le sergent c'est Ibrahim Koulibaly. On aura aussi des coups d'État des Baka, on aura les coups d'État des charbonniers. Mais tout cela, ce sont des coups d'État qui ont été préparés par Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, en tant que premier ministre du pays de 90 à 93, sous le couvert de la légitimité historique de Félix Houphouët-Boigny, c'est que ces multinationales ont fait comme bénéfice de 90 à 93 et qu'ils ont calculé le bénéfice réalisé de 2000 à 2010, alors il fallait faire partie de Laurent Gbagbo coûte que coûte. En 3 ans, ils ont fait chaque année près de 11 000 à 12 000 milliards. Et avec Laurent Gbagbo, ils sont à 3 000 milliards, 4 000 milliards. Donc voilà le véritable problème entre les multinationales dans la gestion de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire à partir d'Alassane Dramane Ouattara, qui bien sûr n'est pas un Ivoirien, mais ce n'est pas cela que nous venons parler ici aujourd'hui. Donc c'est ce qui va les amener, après cette analyse psychosociologique, à écarter le président Laurent Gbagbo de son peuple, comme ils l'ont fait avec Samori Touré, en l'amenant jusqu'au Gabon. Voilà. Donc c'est la même stratégie, c'est les mêmes Français qui ont enlevé nos grands leaders, qui sont les Samori Touré. Donc, sachant que Laurent Gbagbo est ancré dans le peuple ivoirien, donc il faut l'enlever purement en Afrique et le jeter quelque part afin que nous l'oublions. Mais ils se disent qu'on va l'oublier difficilement. Donc ce qui est un défi pour nous, qui aimons Laurent Gbagbo, parce que son idéologie politique, parce que c'est un démocrate, que nous ne devons pas lâcher un mot et que le 13, nous devions être là afin de montrer qu'à chaque fois qu'il y a un report, nous sommes là. Et c'est important pour nous, sinon ils vont nous gagner. Et c'est eux qui vont gagner lorsque nous allons. Saisissant son temps de parole, le docteur Roger Balou, un cacique du Front populaire ivoirien en France, lui est à nouveau revenu sur les enjeux de notre indépendance en interrogeant l'histoire sur l'engouement que suscitait celle-ci. C'est en 2010 que Laurent Gbagbo a souhaité qu'on commémore, n'est-ce pas, le 51 de la Côte d'Ivoire, mais surtout qu'on se pose des questions
est-ce que nos 50 ans, est-ce que nous avons bien géré cela? Voilà. Et c'était intéressant parce que des idées sont venues de partout. Il y avait des Ivoiriens, mais il y avait aussi des étrangers. Et ils ont sillonné toute la Côte d'Ivoire. Et ensemble, on s'est posé ces questions. C'est intéressant parce que l'Harmattan a déjà publié 2 ouvrages sur cela. On a fait le bilan. Aujourd'hui, c'est 2 années après. C'est-à-dire 2 années après 50 ans. Et la question introductive de mon propos, c'est: sommes-nous engagés sur le retour de l'union, de la paix et de la liberté que nous exaltons dans notre hymne national? Est-ce que nous continuons de porter les espérances exprimées lors de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ou au contraire, est-ce que nous marchons à reculons? Alors je voudrais revenir un peu sur cette espérance que notre indépendance a suscité, en rappelant d'abord le fameux discours d'Oufou, la fameuse phrase, parce que c'est quand même une phrase pathétique, quand le 7 août 1960, Oufou dit: en vertu du droit qu'a tout peuple à disposer de soi-même, je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le premier temps fort de ce 7 août 1960. Et le deuxième temps fort, c'est lorsque l'hymne national est pour la première fois exécuté par la garde républicaine. On ne savait pas, mais Ekra Vanga Mathieu et Joachim Boni sont arrivés à concentrer dans quelques phrases, n'est-ce pas, non seulement toutes ces espérances-là que l'indépendance suscitait en nous, mais aussi tout ce que cela ouvrait comme perspective. Et je voudrais personnellement m'interroger à partir de cette hymne nationale, à partir d'une phrase et de quelques mots. Dans la première phrase de l'hymne national dit « Salut aux terres d'espérance ». Et puis à côté, il y a d'autres mots qui reviennent de façon constante dans l'hymne national, c'est l'union, la paix et la liberté. Pourquoi les Ivoiriens adhèrent-ils tous à cette idée d'appartenir à une terre d'espérance? Pourquoi est-ce que nous disons que la Côte d'Ivoire est une terre d'espérance? Je crois que pour bien comprendre cela, il faut qu'on voit d'où nous venons. D'où est-ce qu'on vient? Notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la première fois, on va dire, a été les premiers Européens qui arrivent en Côte d'Ivoire. Ils arrivent au XVe siècle, en 1470 et 1471, ce sont les Portugais. Et puis après les Portugais, ce sont les Hollandais qui viennent au XVIe siècle. Et puis seulement les Français viennent au XVIIe siècle avec les Anglais. Et quand ils viennent, tout ce qu'ils installent et qui est fort, c'est l'esclavage, la traite négrière. C'est pour cela que j'ai coutume de dire que nous autres, nous sommes des miraculés. Nous sommes des miraculés, mais à double titre, miraculés de l'esclavage, mais aussi miraculés de la colonisation. Je vais dire ceci, que moi, Balou, je n'aurais même pas pu naître ivoirien. Parce que mon père aurait pu, en 1960, ne même pas naître ivoirien. C'est-à-dire, en 1960, mon père aurait pu peut-être être jamaïcain. Hein. C'est possible. C'est-à-dire qu'on l'aurait attrapé pendant qu'il allait je ne sais où, et on l'aurait amené. Mais son père à lui, aurait pu également être déporté ou simplement mourir. Donc, nous sommes le résultat de cela. C'est-à-dire d'une traite négrière qui part de 1470-71 et qui se termine peut-être, bon, d'abord dans un premier temps en 1815 avec le congrès de Vienne, et puis ensuite avec le congrès de Berlin en 1885. Quand on fait la différence, il y a 415 ans, ça c'est le minimum que je calcule, 415 ans d'esclavage. Et nous, aujourd'hui, là, on peut parler en tant qu'Ivoirien, résultat de 415 ans d'esclavage. C'est un miracle. On aurait pu ne pas du tout naître. On aurait pu ne même pas exister, ni en Guadeloupe, ni nulle part ailleurs, à cause de l'esclavage. Et puis, quand l'esclavage finit, ce n'est pas pour autant fini, hein,
parce que juste après, l'esclavage dure un peu, une certaine période. Et puis, à partir de 1893, notamment le 10 mars 1893, la France décrète que la Côte d'Ivoire est désormais sa colonie. Voilà. Parce que c'est par décret. Hein. Et bien entendu, il y a plusieurs explorateurs, mais les personnes qui vont réellement implanter la colonisation, il y a Benjé. Benjé qui va... Oui, tous ceux-là, ils étaient là beaucoup plus en tant qu'explorateurs, voilà. Mais je veux dire, Benjé, je parle surtout du gouvernorat, voilà. Il était gouverneur, voilà. Et puis après, il y aura Angoulevent qui va nous titiller davantage, enfin, qui va nous maltraiter davantage, voilà. Donc, à partir de là, on va nous déprogrammer. C'est-à-dire, on va d'abord déprogrammer la structure, même l'administration même. Parce que avant, nous avions des villages et dans une certaine mesure, peut-être des tribus, mais désormais, on aura des villages. Et puis après les villages, ils vont installer des cantons, des chefs, des cercles, etc. etc. L'administration va prendre une autre orientation. Mais à partir de là, il y a beaucoup d'autres choses qui vont être mises en place. Par exemple, c'est l'impôt de capitation. On parle souvent de l'esclavage, enfin de tout cela. Voilà. Bien entendu, je reviendrai un peu plus tard sur les différentes batailles qui sont menées pendant cette période. Et puis après, cette colonisation, elle dure donc de 1893 jusqu'à finalement le 7 août 1960, bien sûr qu'on se posera toujours la question indépendance, souveraineté. Et quand on calcule, ça fait 67 ans. C'est-à-dire, là encore, nous sommes des miraculés de 67 ans de colonisation. Donc, mettons-nous maintenant à la place de celui-là qui se retrouve le 7 août 1960 à l'Assemblée nationale à Abidjan ou à Treichville, enfin, voilà. Comment pouvons-nous ne pas penser qu'en lui, il y a tous ces sentiments d'espérance, de choix, parce qu'il est un miraculé. Il est un miraculé. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je voudrais dire. Et c'est ce que nos pères, Mathieu Ekra et Joachim Boni, ont bien essayé de traduire ce pays, cette terre d'espérance, mais ils vont plus loin en parlant de l'union, en parlant donc de l'union, dans la notion d'union. Nous sommes quand même une soixantaine d'ethnies en Côte d'Ivoire. Au 7 août 1960, on réalise que si les 60 ethnies, la soixantaine d'ethnies que nous sommes, si nous ne nous unissons pas, c'est pour cela que le discours de Diaby est un discours intéressant. Si on n'a pas compris que nous sommes un et que notre avenir est dans cette unité-là, on va dans le chaos. C'est ce que, en tout cas, Mathieu Ekra et son compère Joachim Boni ont voulu dire en insistant sur cette notion d'union. Et puis, parce que nous sommes unis, nous pourrons vivre dans la paix. Et parce que nous sommes unis et que nous vivons dans la paix, nous saurons non seulement être libres en tant qu'individus, mais nous pourrons mieux défendre notre liberté. Voilà donc la phrase, mais aussi les mots forts que j'ai voulu retenir dans notre hymne national pour dire que nous venons de loin, nous sommes des miraculés, et parce que nous venons de loin et que nous sommes des miraculés, nous devons en tout cas de faire en sorte que cette espérance qui a été suscitée le 7 août 1960, on puisse continuer de la porter. Mais finalement, sommes-nous indépendants ou pas? Effectivement, normalement le 7 août est la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Et il y en a qui l'appellent la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais nous pensons que, vu les récents événements que nous constatons en Afrique, soit en Côte d'Ivoire ou au Mali et en Libye, on ne peut pas parler de fête d'indépendance. Donc, c'est de façon ironique que nous avons voulu utiliser ce moment-là
pour redéfinir les conditions de l'indépendance, les conditions de la souveraineté. C'est pour ça que j'ai essayé d'inviter des frères, des éminents professeurs pour éclairer les Ivoiriens que nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants parce que nous ne maîtrisons pas notre monnaie. Nous ne sommes pas indépendants parce que nous ne maîtrisons pas notre politique économique. Nous ne sommes pas indépendants parce que notre pays est aujourd'hui occupé. Donc c'était notre cri de cœur pour dire, Ivoiriens, Ivoiriens africains, il faut qu'on se réveille pour que l'indépendance de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique soit effective, et cela ne peut venir que des fils et des filles africains, et en particulier de la Côte d'Ivoire. C'était le message qu'on a voulu faire passer. En tout cas, c'était le sens de cette rencontre. Sinon, ce n'est pas pour manifester une quelconque allégresse de fête, mais c'était symboliquement le jour qui convenait pour dénoncer des actes qui ont été posés par nos arrière-parents. On assume aujourd'hui, mais on ne peut pas rester indéfiniment dans ce contexte-là. Il faut qu'on ait nos libertés, notre indépendance et la souveraineté de notre pays. En 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée. La jeunesse s'est levée spontanément et a dit non à la guerre. Donc, je voulais saluer la lutte des jeunes dans la résistance. Vous avez résisté, nous avons résisté ensemble. Merci vous les jeunes, merci vous les jeunes, merci vous les jeunes. Vous avez aidé la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire doit vous aider. On va gagner. Il pleut, qu'il neige, on va gagner. Bravo, on va gagner. La jeunesse consulte, on va gagner.